Dans les années 1960, ils sont nombreux, les pays africains, à accéder à ce qu'on appelle encore aujourd'hui la souveraineté nationale, l'indépendance. C'est la fête à cette époque, un peu partout sur le continent. Les Africains vont enfin diriger, gérer leur pays eux-mêmes, sans être contrôlés par un quelconque colonisateur. Et c'était ça l'idée. Mais 60 ans plus tard, peut-on dire que ces indépendances ont été bénéfiques? Sommes-nous réellement indépendants? Quelle Afrique 60 ans plus tard? Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Afrique et Jeunesse. Sur ce plateau, 3 invités. D'abord, l'écrivain poète, il est animateur de l'émission Culture Noire et promoteur de l'espace culturel. Bonjour. Bonjour. Super, bienvenue. Hein. Merci. Alors, un deuxième invité, lui, il s'appelle Laurel Moulongi. Il est conseiller de l'administrateur maire de Boyo. Bonjour, mon cher. Bonjour, Franchard. Ça va? Ça va très bien. Super. Enoch, l'expert, lui, il est manager en intégration professionnelle, certificateur d'expérience professionnelle. On va s'arrêter là pour le titre parce qu'il en a d'autres. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau d'Afrique et Jeunesse. Aujourd'hui, on aborde un thème très important. Nous sommes un peu dans la période des indépendances un peu partout en Afrique. Je sais que je ne m'adresse pas aux vieux, mais je m'adresse à des gens qui lisent. On va commencer par l'écrivain poète. Est-ce qu'on peut décrire un peu la période des indépendances à cette époque? Comment étaient nos papas à cette époque? L'idée de savoir qu'ils sont désormais indépendants. Comment était l'état d'esprit? Comment étaient les gens à cette époque? Comment on vivait cette époque-là? Il est clair que, merci pour la parole, il est clair que cette période était une période extraordinaire parce que il faut se rappeler de ce qui s'est passé avant ces moments-là. On a connu la colonisation, on a connu l'esclavage et ça a duré des siècles. C'était des périodes difficiles. Hein. Exactement. Et tout d'un coup, une idée surgissait comme ça dans le néant qu'il était possible pour des Noirs que nous sommes et pour même ceux qui ne sont pas Noirs, des jaunes, de se libérer du joug colonial, de ce qu'on appelle l'impérialisme. C'était extraordinaire. Je peux m'imaginer déjà à cette époque-là et me voir en train de crier dans les rues indépendance, tcha-tcha, je ne sais pas quoi. On a regardé plusieurs documentaires et on a écouté plusieurs récits là-dessus. Moi, je peux me baser aussi sur les mots que j'entendais de mes grands-parents et de mon propre père. Il est évident que a succédé à cette période quelque chose d'étrange parce qu'il a fallu s'organiser en État. Voilà comment un État fonctionne, qu'est-ce qu'il faut pour les citoyens, ainsi de suite, ainsi de suite. 64 ans plus tard au Congo, il est clair que nous avons aussi fait des progrès en termes d'organisation. On commence à comprendre un peu c'est quoi un pays c'est quoi un ministère, c'est quoi la fonction publique, c'est quoi le commerce inter-État, le commerce privé, ainsi de suite, ce genre de choses. Donc, nous ne pouvons pas tout de suite dire qu'il s'est passé des choses mauvaises, puisqu'on va y arriver. Mais nous sommes en train de suivre une marche qui est normale, puisque vous savez, 64 ans, me disait un journaliste que nous connaissons tous les deux, dans la vie d'un État, c'est rien du tout. Parce qu'un État, il va y rester pour des siècles et des siècles. Vous voyez. Donc, c'est rien du tout. Mais 64 ans, il va falloir qu'on fasse un bilan, il va falloir qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on dise, si pour de vrai, parce que le mot qui suit les 64 ans, c'est indépendance. Est-ce que nous avons obtenu une indépendance économique, une indépendance politique? Je crois que c'est l'indépendance la plus importante. Parce que administrativement parlant, nous sommes indépendants. Mais politiquement parlant, c'est complexe. Économiquement, nous allons voir. On va aborder ces aspects-là, bien que certains nous disent que c'était des pseudo-indépendances. Bon, mais ce sont des mots. On va maintenant se tourner vers Enoch l'expert. Est-ce que vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents vous ont quand même raconté cette période? Genre, comment c'était à cette époque, savoir l'idée qu'on est désormais indépendant et autres? Bon, personnellement, je dirais que on m'a jamais parlé de cette période. Mais vous avez lu ou vous êtes documenté? Bon, c'est que on a tous lu, on s'est tous documenté. Mais la première question qu'il faut se poser, aujourd'hui, on doit être dans le réalisme, en fait. Parce que moi, je ne suis pas, personnellement, le moins haïssable. Je ne suis pas une personne
qui parle souvent de l'histoire. Parce que je me dis le plus souvent que c'est l'homme qui fait l'histoire. Aujourd'hui, quand on parle de l'indépendance... Mais l'histoire nous permet de comprendre le futur ou le présent. Oui, c'est vrai que l'histoire nous éclaire. C'est vrai que l'histoire nous éclaire. Mais aujourd'hui, le passé est passé. C'est vrai qu'on parle d'indépendance aujourd'hui. Je pense que mon frère ici a parlé, je pense que l'indépendance du point de vue politique. Vous avez parlé d'indépendance, je pense, du point de vue économique. Mais on a un problème. Est-ce que du point de vue social, qu'est-ce qu'on en pense? Ben, justement, on a un plateau comme celui-ci pour avoir le temps d'aborder ces questions-là. Moi, personnellement, je dis aujourd'hui l'Africain d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça, c'est un véritable problème. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je pense même, c'est ce qui fait aujourd'hui que l'Afrique aujourd'hui ne se développe pas. Et nous prenons pour l'indépendance, mais nous sommes incapables de tenir le flambeau de l'indépendance. Je m'explique. Personnellement, je me dis que c'est d'abord un problème social. Je vais vous donner un cas de figure. Quand on voit la génération 70 chez nous au Congo, nous avons combien de grands frères aujourd'hui de la génération 70 qui sont indépendants? Indépendants socialement. Je parle indépendants socialement, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se prendre en charge. Parce qu'il faut d'abord reconnaître que si aujourd'hui l'État, parce qu'il a parlé du point de vue politique, il a raison. Si aujourd'hui l'État est incapable de mettre en place les mécanismes nécessaires pour permettre aux personnes d'être indépendantes socialement, le pays ne sera jamais indépendant. Parce que l'indépendance, c'est d'abord un état d'esprit. Si dans nos foyers, dans nos ménages, on n'arrive pas aujourd'hui à inculquer les valeurs à un enfant de 18 ans, qu'à partir de 18 ans, il doit comprendre qu'il est majeur, il doit se prendre en charge, il faut lui donner des mesures et des accompagnements nécessaires. Ne pas toujours attendre le foufou de papa et maman. De ne pas toujours attendre. Je vous dis que même si on lui donne un poste avec un salaire de 50 millions de francs CFA, il ne sera jamais indépendant. Parce que déjà, l'indépendance, c'est d'abord un état d'esprit. Jeune, il n'a pas appris à se gérer soi-même. Très bien. Il n'a pas appris à se gérer soi-même. Aujourd'hui, on voit des pays comme, je prends le cas de figure, nous sommes en Afrique, mais on va quand même prendre des pays aujourd'hui qui parlent de l'indépendance. Quand vous suivez des militants comme Malcolm X, par exemple. Vous voyez un peu. L'américain. Voilà, l'américain. Vous vous rendez compte que dans leur discours, ce sont des personnes qui ont compris que l'indépendance, c'est d'abord un état d'esprit. Parce que quand on voit des groupes, par exemple aux États-Unis, on a vu par exemple des groupes comme les Black Panthers. Mais aujourd'hui, peut-être que voilà, le monde a donné une mauvaise image à ces gens-là. Mais quand on voit au sein de ces groupes, aujourd'hui, nous avons des grands entrepreneurs aux États-Unis qui sont sortis de là. Mais ils ont revendiqué leur indépendance, en se prenant en charge, en prouvant aux Blancs américains qui étaient là, qui pensaient qu'ils avaient le contrôle sur les autres, que socialement, ils pouvaient se faire. Et ils ont compris d'abord ce que c'est être indépendant. Donc, je pense que moi, personnellement, je me dis que c'est d'abord un problème social. Un problème social. Alors, on va maintenant aller vers M. Moulindi. Vous également, je suppose que vous vous êtes documenté. Les parents, les grands-parents vous ont certainement parlé de l'indépendance de cette époque-là. Si ce n'est pas le cas, il y a eu des documentaires, des livres où vous avez un peu suivi ce que c'était l'indépendance à cette époque-là, comment les gens vivaient cette période-là. D'accord, donc avant tout propos, j'aimerais quand même bénir le bon Dieu qui a permis que nous soyons tous ici là, et voilà, et que nous puissions avoir le temps de débat sur ces questions qui sont très capitales pour nous et lourdes de sens. Et voyez-vous, vous savez que quand une personne sort du temps de souffrance et quand il y a une lueur d'espoir, je crois que la personne est prise par l'euphorie. Et j'essaie d'imaginer à la place ou à la peau de ce vieux-là. C'est-à-dire qu'on exprime cette joie-là. On oublie même les souffrances du passé. On oublie tout ce que nous avons vécu sur les cieux de la colonisation. On se dit, on est désormais libre de côtoyer les Blancs, libre de manger sur une même table que ces colons-là, libre de prendre, d'emprunter le même moyen de transport, libre de faire tout ce que les Blancs faisaient, qui était caché, ou, comment on appelle ça, qui était interdit, réservé qu'aux Blancs et interdit aux Noirs. Et je pense qu'à cet moment-là, l'homme est pris par l'euphorie, par l'émotion, par la joie, et deux fois, on oublie un peu certaines choses qui pouvaient peut-être construire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez un peu comme la lecture que je fais de ces vieux-là et de ceux-là qui ont vécu ces années d'indépendance. En tout cas, ceux qui ont vécu ça en premier. Alors, dans cette émission, on va bien sûr évoquer ce qui a évolué. Oui. Ce qui n'a pas évolué, certainement qu'il y en a. Et puis peut-être des solutions, des idées, si vous en avez, ça va peut-être aider. J'aimerais commencer par ce qui est positif. D'accord. J'aime bien commencer par ce qui est positif. C'est très important. Monsieur Moulongi, qu'est-ce qu'il y a de positif depuis, pour le cas du Congo, par exemple, on parle de 64 ans aujourd'hui. Oui.
qu'est-ce qu'il y a de positif selon vous? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui est bon? Bon. Quelque chose dont on peut être fier, hein, Congolais ou Africain, pour dire, on peut être fier de ce que nous avons accompli 64 ans plus tard. Bon, sur le plan administratif, nous avons beaucoup évolué. Et ça, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, le législateur au niveau du Congo est capable de voter, de proposer, et tout ça là, beaucoup de lois, et qui impactent certaines organisations dans ce sens-là. Et du côté politique également, nous avons beaucoup évolué parce que, vous voyez, nous avons quand même des grands hommes politiques qui ont marqué. D'ailleurs, je prends pour exemple le président de la République sur l'échelle internationale ou l'actuel, bien sûr. Nous avons beaucoup évolué, qui est pris comme modèle un peu partout au niveau de l'Afrique, au niveau international. Et sur le volet, c'est vrai, social, nous tâtonnons encore, mais il y a quand même des avancées significatives parce que nous avons pas mal d'actions qu'on a entreprises au niveau du gouvernement. Nous avons et comme je vais parler des aides sociales, par exemple, les Sungi, et qui n'existaient pas. Maintenant, ça existe. Aujourd'hui, des populations qui se trouvent, par exemple, dans des situations difficiles, s'il faut dire, de la précarité, essaient de s'en sortir un peu, il y a de l'accompagnement. Et c'est vrai que sur ce point-là, beaucoup de gens manquent d'informations, mais je dirais que nous avons quand même connu des avancées significatives dans ce volet-là. Et sur les infrastructures également, aujourd'hui, le Congo est interconnecté de partout dans tous les départements. Aujourd'hui, les voyages qui pouvaient prendre par exemple un mois ou une semaine, aujourd'hui, tu peux le faire en 2 jours. Tu peux quitter Brazza au nord, tu peux quitter Brazza au sud. Donc Brazza ou le Congo, Pointe-Noire, voilà. Donc le Congo, sur ce point-là, si on peut de façon vague dire que nous avons quand même connu certaines avancées significatives. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes interconnectés, on peut aller partout et facilement on peut se communiquer, on peut facilement se connaître aujourd'hui, qui était peut-être chose pas possible au sortir des années 60. Vous voyez, donc je peux dire que pour un début, sur ce plan-là, nous avons connu des avancées significatives. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre, parce que embrasser tout comme ça pour dire qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué, je pense que c'est assez compliqué. On va prendre les choses dans l'ordre. Prenons sur le plan éducatif. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué, l'écrivain poète? Oui, c'est évident que sur le plan éducationnel et éducatif, il y a quelque chose qui a poussé. Nous sommes quand même parmi les pays où le taux d'alphabétisation est très élevé. Je crois que dans les années 80, on avait même atteint presque 99% à l'époque. Maintenant, on est à 70-80%. 80%. Des citoyens, d'enfants. Même si on attend encore les vrais chiffres actuellement, mais on sait qu'on est à 80%. On est loin, on est quand même très avancé là-dessus. Si on compare avec la Côte d'Ivoire, qui a par exemple 50%, un Ivoirien sur 2 n'est pas allé à l'école, ne sait pas lire et écrire. Donc, à la différence du Congo, qui maintient cette politique-là quand même, bien entendu qu'il y a des choses à modifier, puisqu'on sait qu'il y a, à cause de la pauvreté, la corruption qui galope vraiment et qui fait qu'on peut corrompre les professeurs, on peut nommer un prof qui n'est pas vraiment méritoire, ainsi de suite. Mais ce que j'aimerais souligner par rapport à l'éducation, c'est beaucoup plus en ce qui concerne l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de positif, c'est de voir que nous sommes maintenant capables de décider par nous-mêmes de quel avenir nous voulons donner. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez donné quelques titres. Et des titres que vous avez donnés tout à l'heure, nous avons entendu coach en... vous pouvez me rappeler là, coach en... Oui, Enoch l'expert. Oui, l'expert. Coach en... Intégration. Voilà, certificateur d'expérience professionnelle. Tu vois, quand nous on grandissait, on n'y avait pas tout ça, militaire ou je ne sais pas quoi, mais il n'y avait pas tout ça. Donc, on sent qu'il y a une évolution en fonction de en fonction des besoins. Parce qu'il comprend qu'il y a un besoin dans ce domaine. Je vais chercher voir comment ça fonctionne, je vais chercher un diplôme, je vais me sensibiliser là-dessus et je vais être expert dans ce domaine. Donc, ça prouve que sur ce point, on fait des progrès mais avec beaucoup de recul. C'est très important. C'est-à-dire c'est un progrès, un pas qui risque de nous ramener encore en arrière parce que il y a des manquements réels. C'est pas un progrès qui est assis sur de bonnes bases. Les bases sont très mitigées. Et très, on va dire, insoluble, quelque part, c'est même dissolu, si bien qu'il va falloir penser à quelque chose de plus solide.
parce que un élève qui va en classe et qui revient avec des notes et on comprend pas comment, lorsqu'il se met à parler, on comprend qu'il y a un problème, il a une licence, il vous écrit une lettre avec 50 fautes, vous commencez à vous poser des questions. C'est pas parce que je fais l'apologie de la langue française, mais si on lui disait la même chose, on ne l'écoutait pas, il ferait les mêmes conneries, les mêmes erreurs et tout. C'est une façon de dire qu'il va falloir renforcer dans les années qui nous restent encore à vivre, nous qui sommes vivants, dans ce pays, entre guillemets, indépendant, il va falloir renforcer ce travail-là sur l'éducation parce que là, c'est la base d'un État. C'est là que tout se passe. Si les citoyens sont mal éduqués, ils seront mal jugés et mal dirigés. C'est vrai que c'est le socle même. C'est évident parce que, vous savez, même nous, des fois, les penseurs, on a tendance à accuser ceux qui dirigent. Mais il va falloir qu'on apprenne à s'accuser soi-même. Parce que ceux qui dirigent sont à l'image. Mais c'est quand même normal parce que ce sont eux qui dirigent. Non, c'est normal quelque part. Mais vous allez voir que je peux vous donner tout de suite la démonstration que ce n'est pas toujours normal. Lorsque vous dirigez des individus et vous prenez en compte leur comportement, leur manière de faire. Si vous dites à des individus d'un village quelconque, écoutez, dès demain j'installe une banque ici. Tout votre argent de manière en classe, quand ça arrive dans vos poches, vous déposez à la banque, on doit savoir combien vous gagnez. Vous voyez que ça va créer des remous. On va dire, mais il sort d'où celui-là? Nous, on fonctionne pas comme ça. Même quand c'est pour leur bien. Mais vous voyez, même quand c'est pour leur bien. Donc, même en tant que dirigeant, vous devez savoir comment le leur faire savoir, comment faire le processus, prendre le processus qui va amener jusqu'à la bancarisation. Donc, de ne pas être un dirigeant, dictateur, bandit qui impose. Et c'est ce qui fait que les citoyens qui jugent d'ailleurs ces gens-là, deux fois, s'oublient qu'ils doivent se juger aussi. Parce qu'à un moment, ils vont avoir le même poste. Et vous voyez, ils vont refaire la même connerie sans se rendre compte que c'est parce qu'ils ont été mal formés. D'où l'éducation est très importante. Si on forme des élèves capables de comprendre comment gérer une administration, comment faire la différence entre l'argent qui t'appartient et l'argent qui appartient aux autres, vous verrez très bien qu'une fois que ces gens deviennent dirigeants, ils vont mettre ça en exergue, ils vont mettre ça en pratique. Mais si vous voulez éduquer simplement dans les mots et dans les philosophies, dire que ça doit se passer comme ça parce qu'aux États-Unis ça se passe comme ça. Vous savez, on a des idées souvent des stéréotypées sur des États. Les États ne fonctionnent même pas comme nous on pense de l'extérieur. Si vous allez aux États-Unis, c'est un pays. Vous voyez bien les États-Unis. Chaque État a ses propres règles. Ses propres lois. Il y a un État qui autorise 4 armes. On peut se balader avec 4 armes dans la rue. Il y a un autre État qui dit une seule. Et si vous faites 4 armes là-bas, on a dit une seule, vous allez en prison pour ça. Vous voyez, c'est pas la même chose. Vous êtes dans une même nation. Exactement. Et nous au Congo, nous avons les mêmes réalités dans le sens où ce qui se passe à Kingouedi n'est pas forcément ce qui se passe à Brazzaville. Et donc, le chef doit aussi s'adapter en fonction de tout ça. D'où l'éducation doit prendre en compte nos propres racines. Et là, c'est important, je chute là-dessus. L'éducation doit être basée sur la manière de vivre des citoyens, sur leur façon, leurs us et coutumes. Et non calquer sur la façon de voir. Parce que si vous calquez, c'est la connerie totale. Oui. On peut prendre l'exemple du mot démocratie. On voit très bien que la démocratie que nous réclamons des autres que nous observons n'est pas une démocratie qui correspond vraiment à la démocratie, puisqu'on arrive à contourner ces méthodes démocratiques pour toujours faire élire quelqu'un, par exemple, qui recevrait un refus de la part de certains citoyens. Vous voyez, donc il va falloir changer des choses. Mais nous avons le Mbongi chez nous, qui est une forme de démocratie aussi. Donc il faut qu'on adapte notre éducation en fonction de nos racines, en fonction de la manière de fonctionner, de comment nous sommes. Vous voyez, par exemple, les églises nous parlent de monogamie. Certaines réalités congolaises disent non, puisque dans notre constitution, la polygamie est inscrite. Vous voyez très bien que là, il y a un décalage. Même dans notre culture. Et ce décalage fait que ceux qui vont à l'église le matin, le dimanche, sont en contradiction avec leur propre Dieu et leur société. C'est-à-dire que Dieu et la société se contredisent. À partir de ce moment-là, la société est en contradiction. Résultat, nous avons une pagaille totale. Parce qu'il y a des gens qui réussissent à se faire du mal par rapport à ça. Donc, une éducation basée sur nos racines. Sur nos racines. Désormais, on va accorder la parole à Enoch l'expert. On n'est pas sur ce qui ne marche pas. On est plutôt sur ce qui a évolué, ce qui marche aujourd'hui. Et en tant que Congolais africains, on peut se permettre de se dire on est fiers parce que ça, à tel niveau, ça a marché. Bon. Il a du mal à dire ce qui a marché, hein, ce qui a évolué. Excusez-moi d'être un peu intransigeant.
savez, c'est toujours bien d'être sincère et vrai. Oui. Personnellement, ce n'est pas pour ce qu'on demande, la sincérité. Parce qu'on est là pour régler le problème. Exact. Parce que c'est très bien. Moi, j'ai dit à quelqu'un, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, il n'y a pas longtemps. Il m'a appelé, je pense, depuis le Canada. Il me dit, non, mais comment ça se passe au Congo? Les gens sont en train de revendiquer des choses, tout ça. On parle d'indépendance, mais il y a des jeunes qu'on est en train d'arrêter. J'ai dit non. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas comment t'exprimer, aujourd'hui, il faut qu'on t'arrête. Parce qu'il faut d'abord savoir comment parler. Donc, moi, de Frangé ici, je voulais d'abord dire ceci, que personnellement, je ne vois pas les avancées. Pas d'avancée. Personnellement. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. 64 ans plus tard. Non, s'il vous plaît. Je ne vois pas. Non, moi, j'aimerais juste apporter la précision. Mais je l'ai dit, 64 ans plus tard. Est-ce qu'on ne voit pas? Excusez-moi, monsieur Franchard, excusez-moi. Vous savez, aujourd'hui, nous avons d'abord une base. C'est l'exemplarité. C'est la base dans la vie de quelqu'un. Si aujourd'hui, vous n'avez pas, aujourd'hui, autour de vous, des gens qui sont exemplaires, en réalité, il faut le dire sincèrement et sérieusement, vous n'avez pas de repère. Les gens exemplaires, nous en avons ici. Nous en avons. Oui. Non. Mais dans cette exemplarité dont je parle, ok? Qu'est-ce que nous sommes capables de puiser dans ces personnes-là, ce qui est bien? Aujourd'hui, le Congolais, il faut le dire, nous parlons d'indépendance. Si on parle, par exemple, de l'indépendance culturelle aujourd'hui, si on parle de l'indépendance culturelle, je peux me permettre de dire aujourd'hui que le Congo-Brazza dans lequel moi je me trouve, on est un peu acculturé. Je m'explique. C'est-à-dire, oui. Je vais m'expliquer. J'ai des enfants chez moi. Aujourd'hui, ma première fille, elle a 10 ans. Ma deuxième fille a 4 ans. Mon troisième fils j'ai un fils qui a aujourd'hui 1 an. 1 an. Voilà. Et un autre encore qui a quelques mois. D'accord? Je vais être sincère avec vous. J'ai des enfants Netflix chez moi. Netflix, carrément. Je vous dis que j'ai des enfants Netflix chez moi. Mais c'est vous qui avez permis à Netflix c'est ce que je vous dis. Chez vous. D'accord, c'est moi qui ai permis, mais c'est ce que je vous dis. C'est moi qui ai permis que Netflix rentre chez moi. En réalité, quand je dis que rien ne marche, nous devons être dans le palpable. Nous sommes en train de tourner une émission dans un restaurant. On ne dira pas que nous sommes en train de tourner cette émission-là dans un hôtel. Nous sommes dans un restaurant. Aujourd'hui, il ne reste qu'à voir dans toutes les classes sociales chez nous. On n'est pas là à attaquer la politique. Nous devons fournir des efforts. J'ai aimé ce que le monsieur a dit. Il a parlé de tout et de rien. Il a évoqué des choses qui sont très importantes. Il a évoqué des efforts qui ont été faits. Mais malheureusement, ces efforts-là, qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, c'est bien de revendiquer l'indépendance. De dire que nous sommes indépendants. Mais est-ce que réellement nous le sommes? C'est seulement si nous pensons, dans la tête de certains Congolais, que l'indépendance consiste juste à avoir des infrastructures. Il a parlé ici, je pense, de l'éducation, par exemple. Je vais être sincère avec vous. Comment est-ce que vous imaginez? Aujourd'hui, on parle de l'année de la jeunesse. Puisque vous avez dit que on est là, on est jeune. 2024. 2024. Il faut parler. Ça a même été prolongé, hein. Nous sommes dans 2026. Nous sommes dans ce projet de société, il faut en parler. On n'est pas là pour faire la politique, mais on est là pour parler. Parce que moi, je préfère pas la politique. C'est comme vous avez dit. On est là pour apporter des solutions. Moi, je préfère rester vrai dans ce que je dis. Oui. Disons-le sincèrement et sérieusement aujourd'hui. Nous avons un problème déjà au niveau de l'éducation. Comment est-ce que vous imaginez? Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis dans l'intégration professionnelle. Je travaille avec les écoles de formation. Mais ça me dépasse. Il faut dénoncer ces choses. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas que dénoncer. Qu'est-ce qui vous dépasse en réalité? Qu'est-ce qui me dépasse? Mais je vous parle. Aujourd'hui, déjà, ces écoles-là ont un problème. Il y a inadéquation entre les programmes d'écoles de formation et la réalité sur le terrain. Un exemple. Aujourd'hui, on parle d'une filière au Congo, je pense, QHSE, hygiène, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Mais aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes d'assainissement, par exemple. Mais on a combien d'écoles au Congo ici qui forment les étudiants dans le domaine de l'assainissement? Tandis que quand on voit bien, il a parlé du besoin. Il faut le dire. C'est un monsieur qui est très sérieux et très intelligent. Il a parlé du besoin. Si on est d'abord incapable de prendre en ligne de compte des besoins que nous avons chez nous, des problèmes que nous avons, et qu'on met en place des mécanismes nécessaires, des structures, des écoles, pour former les gens pour pouvoir apporter des solutions. Est-ce que vous êtes sûr qu'on va résoudre ces problèmes? On ne les résolvera pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, on ne les résolvera pas. Donc d'abord, moi c'est pour ça que je dis que dans toutes les classes sociales, permettez-moi de le dire, et dans certains domaines, nous avons réellement ce problème. Parce que l'indépendance ne doit pas seulement être politique, économique ou sociale. On doit avoir de l'indépendance dans toutes les classes sociales, dans toutes les pensées. L'indépendance doit être aussi... Écoutez, c'est un monsieur qui dit qu'il est écrivain. Moi, je suis très content parce que quand je l'entends parler, effectivement, il a raison. Vous imaginez? Aujourd'hui, dans ces écoles-là, il y a combien d'écoles aujourd'hui qui sont capables
d'inculquer la culture d'indépendance à un enfant qui sort de ces écoles-là et qui est capable d'aller trouver un emploi. Je suis coach à l'intégration. C'est-à-dire que si vous sortez directement d'une école, c'est difficile d'aller se présenter dans une entreprise. Là, je veux travailler. Non, excusez-moi, je chute. Là, je parle quand même de l'indépendance financière. Je vous fais une confidence. Après, il pourra moi, monsieur Enoch, l'expert, regardez bien, ceux qui vont me suivre, regardez bien mon visage. Je parle devant la caméra. Je ne peux pas monter une école et dire à un étudiant, j'irai te chercher un stage. J'ai un problème. Je ne peux pas monter une école. Moi, je vous le dis. Parce que moi, je dis que ça ne marche pas. Je ne peux pas ouvrir une école et dire à un étudiant qui sort de mon école que moi, je vais aller te trouver un stage. Est-ce que vous êtes sûr que si je vais trouver un stage pour cet enfant, est-ce que vous êtes sûr que je lui inculque ce qu'on appelle la culture d'indépendance financière? Je ne pense pas. Il ne sera pas indépendant. Voilà pourquoi vous allez remarquer. C'est-à-dire qu'il faut lui laisser. Mais je vous le dis. Je parle des écoles de formation. On doit dénoncer ces choses. Ce sont des pratiques douteuses. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ces enfants-là traînent. Je sais, je suis dans le milieu. Tout simplement parce que ça devient une politique commerciale au lieu de faire un travail propre pour faire développer le pays. C'est des choses qu'on doit dénoncer, c'est des choses que les écoles doivent arrêter de faire. Un étudiant qui sort d'une école de formation doit être capable de créer son emploi, doit être capable d'aller chercher son emploi. S'il n'en a pas, tu es informaticien, on parle des séminaires d'entrepreneuriat, nanani, nanana. Il y a des écoles qui sont en train, mais un peu partout. Moi, je ne peux pas concevoir que, mais oui, ça coûte cher. Mais moi, je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui, on a un problème. Voilà pourquoi j'ai parlé d'exemplarité et de modèle. Vous voyez un peu? Parce que là, je parle de l'indépendance financière. Là, je parle de l'indépendance financière. Donc, il y a des écoles qui sont créées, mais malheureusement, bah, les mêmes promoteurs d'école, faut le dire, hein, ils disent aux enfants que, ouais, on va te trouver un stage. Mais ils ne trouvent pas aussi des stages à tout le monde, puisqu'il y a des étudiants qui ont fait 5 ans, 6 ans. Ils n'ont jamais eu de stage. Donc, voilà un peu le point important que moi j'allais souligner. Je pense qu'on doit récontextualiser les choses. Parce que nous parlons d'indépendance, ce soit toi après. Nous parlons d'indépendance des pays. Nous ne parlons pas de l'indépendance des individus ou des entités administratives ou de ceci. L'indépendance, c'est d'abord, comment tu appelles ça? La liberté des choses. C'est ce qu'on nous parlons tous ici. Nous parlons de, comment tu appelles le terme en question? Permettez-moi, ça va venir. Donc, aujourd'hui, si tu n'es pas libre de faire des mouvements, on va pas parler de l'indépendance financière, on va pas parler de l'indépendance économique, on va pas parler de l'indépendance sociale. Nous parlons d'abord de cette liberté-là. La liberté, je viens. La liberté dans le sens où ce n'est plus le colon. Non, qui oui, exactement, exactement. Donc, on parle de ça. On parle du fait que les hommes circulent, que les biens circulent, que chacun ait quand même le temps d'expression comme le fait mon co-débatteur. Et à ce moment, après, on va rentrer dans le fond des choses de chaque État. Et chaque État a sa souveraineté. Voilà le mot souveraineté que je cherchais. Donc, nous parlons de la souveraineté avant toute chose. Avant l'indépendance financière, avant l'indépendance sociale, avant l'indépendance et l'indépendance éducative, c'est cette souveraineté d'abord. Donc, c'est cette souveraineté-là dans les années 60 que les vieux ont voulu, ont recherché. Nos pères fondateurs, c'est ce qu'ils cherchaient. Et une fois on a cette souveraineté-là, à ce moment, on peut maintenant s'asseoir, réfléchir autour des vraies questions. Et qu'est-ce qu'on peut faire du côté éducatif? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réforme dans le côté économique? Quelle réforme qu'on peut apporter sur le plan social? Étant donné que nous sortons d'un modèle, nous voulons maintenant calquer ou peut-être dessiner ou redéfinir les choses. C'est de ça que nous parlons. Après, à ce moment, ensemble, on peut regarder, bon, chacun sur son domaine, chacun sur son côté. Bon, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous pouvez, le côté, les acteurs qui interviennent dans le côté, le volet social ou économique, voici ce que vous allez faire. À ce moment, c'est les dirigeants qui rentrent en compte. Mais là, il est question de parler d'abord de la souveraineté. Avant de parler je comprends, effectivement, moi aussi, je comprends. Je comprends son indignation parce qu'il est dans ce domaine éducatif. Lui, ce qu'il constate là-bas, qu'il souhaiterait qu'on améliore, je suis d'accord, mais il n'y a pas de problème. On parle d'abord de cette souveraineté-là, avant de parler de toute chose. Et c'est cette souveraineté que nous avons acquis. Il y a 60 ans, il y a 60 ans, on a 64 ans déjà. Et cette souveraineté qui n'est pas à négliger. Vous comprenez? C'est quand même à prendre en compte. Avant de parler de l'éducation, avant de parler donc, en termes d'évolution, il y a quand même eu ça. Il y a quand même ça. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Un peu partout, on peut circuler. C'est-à-dire que hier, un Noir, un Africain, un Congolais ne pouvait pas passer à la télé et dire ce qu'il pense et ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Il faut quand même accepter ça. Ce sont des avancées. Il y a quand même un bémol à... Donc, je ne voulais pas me permettre, depuis le début, de prononcer ce mot
j'avais fait exprès de ne pas parler de souveraineté. Oui, vraiment. De rester sur le mot indépendance parce que psychologiquement, philosophiquement, on peut l'amener à plusieurs choses. Il faut être réaliste et moi, tu sais, j'ai toujours été véridique. Nous ne sommes pas souverains. Parce que si on rentre dans la souveraineté, ça devient autre chose. Si vous vous souvenez bien... On n'est pas souverain. Oui, on n'est pas souverain parce que je donne un exemple très simple et tout le monde peut vérifier cet exemple. Allez prendre n'importe quel livre de droit au Congo. Et d'ailleurs, la création d'associations au Congo se fait sous la loi de 1901, qui est une loi française. Exactement. Nous sommes en l'an 2024. D'accord? Vous allez voir, c'est écrit là-bas, selon la loi de 1901. C'est ridicule, mais un peu, vous n'avez pas idée. Vous avez le droit, vous avez... En 1901, on parlait même pas encore d'indépendance. Dans quelles circonstances? On dit juste 1901. Genre, vous êtes des Français, parce que vous continuez à l'être sans le savoir. En fait, on va voir dans quelles circonstances. Et si vous regardez les livres de droit, c'est-à-dire que notre droit est quasiment calqué sur le droit français. Il parle même d'arrimage, un truc comme ça, sur le droit français. Et ça, c'est pas la souveraineté. La France a un document qu'ils appellent la Constitution française. Ce sont les lois françaises qui sont votées là-bas. Et ces lois ne ressemblent pas aux lois américaines. Et nos lois, nous, ressemblent aux lois de la France. Et je dois rappeler que la France, c'est notre, on va dire, entre guillemets, notre ancien colonisateur. C'est-à-dire que nous sommes, nous, des colonies, nous étions, nous le sommes sous d'autres formes, des colonies françaises. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas parler de souveraineté. Ça, c'est un fait. Je crois que tout le monde l'observe très bien. Je peux vous donner un autre exemple rapide pour rebondir sur l'éducation. Regardez les écoles où on écrit complexe scolaire, programme français et congolais. Comparez le nombre d'élèves dans les écoles où on n'a pas écrit ça. Rien que le mot français. Tous les parents, même ceux qui se croient indépendants et souverains, ils vont c'est combien je veux payer? Parce qu'on a dit français. Donc on n'est pas encore indépendant, on n'est pas souverain. Il y a encore ce complexe. Mais parce qu'on n'est pas souverain. Non, s'il vous plaît. Le jour où on aura la souveraineté, vous verrez que tout ça va être... Permettez que je pose une question très banale et très simple. Vous avez un père. Vous avez un père biologique, bien sûr. Et quand les gens vous voient, est-ce qu'il ne peut pas reconnaître votre père en vous? Mon père. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Donc, la France n'est pas mon père, attention. Je parle dans ce sens-là pour vous expliquer de cette souveraineté que nous parlons. Non, je viens, permettez. Le royaume Congo existait avant que la France... Moi, je comprends aujourd'hui, il est libre. Je comprends pourquoi il peut tenir ce genre d'arguments. C'est normal parce que nous sommes dans cette époque de l'indépendance. Nous sommes indépendants aujourd'hui. Et pour cela qu'il peut tenir. Dans les années de... Moi, je suis libre. Mes ancêtres... Mais parce que vous êtes né libre. Mes ancêtres... Lui, il est né libre, n'est-ce pas? Mes ancêtres... Donc, non, mais je viens, je vous explique. Je vous ai posé une question très banale. Ça veut dire que si on vous voit... Votre question est mal posée. Mais laissez-moi développer. Non, c'est pas votre question veut dire que la France nous a fait. La France ne nous a pas créé. S'il vous plaît. On va faire simple. Permettez que je finisse. Je vous ai posé une question très banale. C'est pour vous dire quoi? Si aujourd'hui on peut retrouver de la France en nous, c'est parce que nous avons été colonisés par les Français. Parce que nous avons une certaine éducation des Français. Et aujourd'hui, libre à nous maintenant, 64 ans après, de faire ce que nous pensons faire, de cette indépendance que nous avons. C'est ce que je dis. Mais moi, je parle de la souveraineté parce que l'indépendance, c'est d'abord ça. C'est cette liberté d'abord. Je sais pas s'il y a une autre définition de l'indépendance. À ce moment, vous me corrigez. Moi, je pense que... Vous comprenez? Donc, moi, voilà pourquoi je parle de la souveraineté. Aujourd'hui, on est libre de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. On a toujours été. Non, on n'a pas toujours été. On a toujours été libre. Nous avons été maltraités, esclavagisés. Non, exactement. C'est pas la même chose. Si je comprends bien, si je comprends bien, nous sommes devenus esclaves par coercition. Si je comprends bien. L'indépendance est venue après l'époque coloniale, n'est-ce pas? C'est ça, non? L'indépendance que nous sommes toujours en train de chercher. Oui, c'est ce que j'ai dit. Après cette période de colonisation coloniale, il y a eu la France a déclaré ensemble voilà, c'est l'indépendance. C'est la France qui fait la déclaration. Non, c'est une vague de pays qui est sous. C'est une vague de pays qui était sous, une vague de pays plutôt qui était sous la domination française. Vous comprenez, non? C'est de ça que nous parlons. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'indépendance et ne pas parler de la souveraineté. Attendez. C'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais devant, donc, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, c'est à nous d'apporter les réformes par rapport à ce que nous avons vécu et par rapport à ce que nous avons eu. 64 ans après. Mais c'est nous tous. Chacun de nous a une part de responsabilité. Tel que lui, il est au niveau de l'éducation. Si
s'il y a des choses qu'il dénonce. Il n'est pas dénonce, législateur. c'est ce que j'ai dit. Pour que les législateurs puissent prendre les notes, il faut qu'il y ait un remous. On prend un exemple, on a eu cette histoire de terres là. Mais qu'est-ce qui a poussé les législateurs à faire profil bas? C'est parce que la population a dénoncé. Oui. Voilà pourquoi je dis, nous parlons d'abord de cette souveraineté. Après, chacun de nous, dans ce que nous faisons, on sait de regarder, on sait d'apporter les réformes par rapport à nos réalités. Je suis d'accord qu'il parle de nous sommes bantous, nous sommes ceci. Mais après, essayons de calquer ça ensemble, c'est ça. C'est ce que je vais dire. Voilà, voilà pourquoi j'ai dit, si on peut remarquer rapidement, donner la parole à en parlant de souveraineté, je pense que je vais rebondir un peu sur ce que mon frère a dit. Je vais essayer de corriger un peu, d'apporter un peu des corrections par rapport à ce qu'il a dit. Vous savez, le plus grand problème que nous avons au Congo, c'est que le Congo doit comprendre qu'il n'y a pas d'environnement où la souveraineté dont vous parlez, vous, sans la ressource humaine. Sans les hommes, on ne peut pas parler de souveraineté, on ne peut pas parler de gouvernance. C'est la première ressource. Très bien. Donc, on ne peut pas parler de gouvernance, de souveraineté, on ne peut pas parler d'évolution si et seulement si nous n'avons pas, je ne parle pas de l'homme seulement, je parle de la ressource humaine. Parce qu'on peut avoir des hommes, mais sans que ces hommes-là en soient des ressources. Est-ce que vous comprenez? On peut avoir un homme qui est là, mais ce n'est pas une ressource, en fait. Justement. Mais c'est un homme. Parce qu'on peut être homme sans être une ressource humaine. Mais moi, je parle de la ressource humaine. Donc, sans la souveraineté, sans la gouvernance, parce que tout à l'heure, mon frère a intervenu en disant que voilà, je suis resté dans mon domaine. Non, je suis en train de généraliser. Parce qu'aujourd'hui, je suis bien placé. Moi qui suis là, monsieur Enoch, j'ai dit bien que je suis bien placé pour expliquer aux gens exactement, par exemple, quels sont les problèmes de chômage chez nous. Parce que je suis dans ce domaine. Aujourd'hui, on ne peut pas, comme a dit mon frère aujourd'hui, développer un environnement. J'ai un livre chez moi sur les droits de société. Je l'ai pris chez ma famille, les juristes fiscalistes. Je suis en train de lire ce livre-là. Mais ce livre-là, c'est un livre qui a été offert, je pense, par un ami à son père, qui est français, Mundele, qui l'a donné le livre. Et quand je vois le livre, quand j'étudie ce livre-là, je me rends compte que c'est le Congo, en fait. C'est à peu près ce qu'on fait chez nous en ce qui concerne la fiscalité, la juridiction, tout ça. Vous vous êtes rendu compte que on a un problème. Copié. Voilà, c'est comme si, non, excusez-moi, c'est comme si c'était du copier-coller sur ce qu'on fait. On ne refuse pas qu'il faut avoir un repère. On ne refuse pas. Mais à un certain moment, aujourd'hui, nous parlons de 64 ans d'indépendance. Nous devons aider l'État à comprendre d'abord, nous, qui sommes les hommes au centre de l'État, nous devons faire comprendre à l'État et à nos parents qui ont travaillé hier, qui sont arrivés à un certain niveau, que nous devons changer nos mentalités. La première chose qu'il faut faire, c'est quoi? Changer d'abord sa façon de penser. Il faut changer sa façon de penser. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans un complexe. Moi, personnellement, excusez-moi s'il vous plaît. Il termine. Personnellement, je me permets de le dire. Je me permets de le dire aujourd'hui. Personnellement, je suis vraiment écœuré sur la façon dont nous sommes jeunes. Oui. On évolue. Je sais que là où nous sommes ici, bon, il y a la quarantaine, certainement il y a la trentaine, il n'y a pas la cinquantaine. Oui. Donc nous avons encore le temps devant nous pour pouvoir faire certaines choses. Exact. Mais aujourd'hui, quand même, je me rends compte, et je suis en train de le dire sincèrement et sérieusement, il y a un problème en ce qui concerne le modèle. Je prends un cas de figure. Aujourd'hui, pourquoi je veux copier un modèle qui n'est pas bon pour moi? Nos parents nous ont emmenés à un certain niveau. Aujourd'hui, on parle d'indépendance. On a atteint un certain niveau. D'accord? On voit aujourd'hui ce qui s'est fait. On a vu quand même ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, nous qui sommes en train de revendiquer et qui ont la prise de conscience en ce qui concerne l'indépendance dont vous parlez, ce que nous devons faire, c'est quoi aujourd'hui? C'est de prendre les choses en main, de ne plus être, comme on dit, à la merci de certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire. À la merci de l'ancien colonisateur. Très bien. Mais il faut le dire sincèrement. Regardez aujourd'hui, on est congolais, on parle de l'indépendance. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir, par exemple, en Afrique de l'Ouest, comment est-ce que les autres sont en train de se battre pour sortir de cette mentalité-là et de ces moralités-là. Aujourd'hui, ça les arrange. Il faut le dire. On ne dit pas qu'on doit faire la même chose. Non. Parce qu'on ne peut pas copier pour copier. Oui. Quand on copie, il faut copier ce qui est bon. Il faut pas copier ce qui est mauvais. Oui. Mais malheureusement, nous qui sommes congolais aujourd'hui, on prend tout, on met dans un sac. Donc, même quand c'est mauvais, on se dit que c'est bon pour nous. Je peux prendre un cas de figure. Permettez-moi s'il vous plaît. Je vais chuter. Je vais prendre un cas de figure, par exemple, sur la moralité. Il me reste 4 minutes. Très bien. Sur la moralité aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux dire que le Congo-Brazzaville, ok? Le Congo-Brazzaville, je parle de mon pays aujourd'hui, n'a plus de femmes qui ont de la morale. Même quand tu les vois, la façon dont elles s'habillent, quand tu vois mes sœurs,
moi je pense moi j'estime. Là je parle de l'état d'esprit. Oui, mais non, parce que là déjà. Oui, mais là je pense quand même qu'il y a un problème. Il n'y a plus de femmes au Congo-Brazzaville. Non, s'il vous plaît. J'apporte ma précision. Non, parce qu'il faut apporter des précisions. Oui, il faut quand même. Les mots doivent sortir. Les femmes nous regardent. Oui, mais même si elles nous regardent. Mais il faut le dire. Moi, je ne balance pas pour balancer. Je balance parce qu'aujourd'hui, si je sors avec vous, vous êtes un homme des médias. Si je fais Charles de Gaulle avec vous jusqu'à la plage, nous sommes au centre-ville ici. Si je fais Charles de Gaulle avec vous jusqu'à la plage, vous allez vous rendre compte qu'on va voir seulement la façon dont nos sœurs là sont habillées. Hier, nos sœurs ne s'habillaient pas comme ça. Les femmes, on est d'accord. Non, mais aujourd'hui, sur 100%, mais il faut le dire. Aujourd'hui, sur 100%, on a un problème d'immoralité du point de vue vestimentaire. Pourquoi? Parce que, excusez-moi s'il vous plaît, hier, on parlait de Maputa. Aujourd'hui, ça devient un problème. Est-ce que vous voyez un peu? Non, permettez, parce que là, j'ai l'impression que nous sommes en train de sortir. La question, la première question, parce que là, jusqu'à là, nous sommes sur une question. Ça veut dire qu'on a posé, tu as posé la question à savoir quelles sont les avancées que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à là, bon, mon co-débatteur n'a pas encore donné ses avancées. Il a dit qu'il n'y a pas d'évolution. Il est citoyen du Congo. Et si il a, mais c'est mon point de vue. Vous êtes citoyen congolais. Vous ne m'imposez pas. Non, je vous impose pas les avancées. Non, s'il dit qu'il n'y a pas d'avancées, lui, les titres qu'il est en train de prôner, qu'il est lui, il a eu ça où? Je vais vous répondre. Les citoyens congolais. C'est parce que la technique, mais c'est fait savoir qu'on n'a plus de temps. Oui, d'accord. Donc, c'est pour dire, non. Si vous voulez, on ramène ça de 64 années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a connu des avancées très significatives. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, s'il est aisé sur son fauteuil comme ça, sur son manteau de expert coach, parce qu'il a reçu une éducation. Et cette éducation, il a connu ici, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que nous avons connu des avancées significatives au niveau éducatif, au niveau économique, au niveau social, au niveau des infrastructures, s'il faut le dire comme ça. Hier, je vous ai dit tout à l'heure, on avait du mal à faire le Congo. Malheureusement, aujourd'hui, tu peux faire le Congo. Malheureusement, il ne partage pas votre point de vue. C'est ça. Désolé pour l'écrivain poète. Mais moi, j'avais rectifié quelque chose. De temps pour ajouter, sauf que la régie me fait savoir. qu'on n'a plus de temps. Vous savez, en matière de télé ou de radio, c'est mieux quand l'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Je vous propose oui, de ramener ça à la prochaine émission qui va commencer. C'est mieux comme ça. D'ici là, mesdames, messieurs, merci d'être restés nombreux devant vos écrans en train de regarder l'émission Afrique et Jeunesse. Je rappelle que le thème portait essentiellement sur l'indépendance des pays africains environ 60 ans plus tard. Quelle Afrique avons-nous? Vous avez écouté les propos des uns et des autres. Malheureusement, à faire l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous avons reçu l'écrivain poète, animateur de l'émission Culture Noire et promoteur de l'espace culturel Fête l'Art Bleu, Laurel Moulongi, conseiller de l'administrateur maire de Ngoyo, et puis Enoch, l'expert manager en intégration professionnelle, certificateur d'expérience professionnelle. Mesdames, Messieurs, au revoir et à très bientôt.